Bienvenue pour cette 9e édition des AD Engage Call, qui sont un temps, comme vous le savez, pour revenir sur ce qu'on vit, mais aussi pour progressivement préparer l'après. Un changement pour cette édition, puisque nous allons travailler sur des saisons. Celle-ci sera dédiée à la question de l'éducation, de la transmission, de l'information et puis du numérique, avec ce soir François Tadei, cofondateur du CRI, on reviendra évidemment juste après, Benoît Raphaël la semaine prochaine, qui lui a fondé Flint et réfléchit sur la question de mieux s'informer, et puis Claude Thésorier qui a monté Magic Makers et réfléchit à la façon d'initier cet apprentissage, notamment par le numérique, mais pas que, pour les enfants autour des grands défis du 21e siècle. Avancer aussi cette fois, puisque nous aurons la chance de pouvoir poursuivre ces débats et l'intelligence collective qui s'ensuit sur une plateforme, civocratie.engagecall.org, avec notre partenaire Civocratie, pour faire émerger des idées, débattre dessus, les enrichir, et puis progressivement faire émerger des projets que l'on sent nécessaires par rapport à la thématique du mois que nous abordons. Donc là, c'est au mois de juin, finalement, comment réussir à mieux s'orienter dans un siècle et dans une période de forte incertitude. Et puis, on va commencer tout de suite. Finalement, vous connaissez le process. Première demi-heure, j'interviewe François. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Et puis, pour poser des questions, c'est très simple. Vous avez qu'à lever la main sur Zoom. Vous connaissez maintenant le principe. Et puis, dans la première demi-heure, n'hésitez pas à nous partager vos impressions ou vos questions que je pourrais transmettre à François. Donc, François, je suis absolument ravi de t'accueillir ce soir pour parler d'un sujet qui est fondamental, qui est celui de l'éducation, de l'apprentissage, pas seulement des tout jeunes, mais aussi tout au long de la vie. François, qui est ingénieur, biologiste, fondateur du CRI. D'ailleurs, je me souviens que tu avais donné un coup de pouce à Engage, puisqu'on s'était installé chez toi au CRI avant les travaux, il y a 5 ans, quand on s'est lancé. Donc, merci, je n'oublie pas, merci infiniment. Un plaisir. Et là, ce soir, donc on va parler d'apprentissage. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quand je dis apprentissage, je pense que c'est en fait plus large que ça, mais le cœur du sujet, finalement, c'est qu'est-ce que toi, tu as appris de ce que nous venons de traverser, de ces 3 mois, toi. Je pense qu'on a tous appris des choses, pas forcément tous la même chose, et puis des fois on oublie même ce qu'on a appris, parce qu'il y a à apprendre et puis il y a désapprendre. Mais je pense qu'on a probablement tous eu plus de temps qu'avant, et donc on a pu peut-être réfléchir un peu plus à un certain nombre de choses qui comptent pour nous. On a été moins en train de courir. On s'est plus demandé, mais est-ce que ça avait vraiment du sens de courir autant qu'on le faisait jusqu'à maintenant? Moi, j'ai appris ce genre de choses comme un peu tout le monde, je pense. Et puis, j'ai peut-être appris… moi, j'avais la chance d'être très connecté à la Chine depuis des années, et donc j'ai appris ce qui se passait en Chine, et donc j'ai essayé de prévenir un certain nombre de gens. J'ai pas été suffisamment efficace. Au niveau du CRI, ça s'est très bien passé. J'ai essayé de faire passer les messages dans d'autres étages. J'ai pas complètement réussi, mais je pense qu'on a tous appris à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif et en tant que société, voire en tant que planète. Je pense qu'on a appris à peut-être mieux prendre soin de nous et des autres, et peut-être de la planète. En tout cas, moi, je l'espère. Et je pense qu'on a vécu une telle crise, mais simultanément. Et on a célébré des choses ensemble. Par exemple, on a célébré les soignants tous les soirs à 20h. Et c'est peut-être la première fois que toute la planète applaudit quasiment simultanément, avec les décalages horaires, bien sûr, mais quand même. Je pense que c'est quelque chose de très fort, parce qu'on a appris à célébrer ceux qui prennent soin des autres. Et ça me semble essentiel. Et on a appris à célébrer peut-être plus les premiers de corvée que les premiers de cordée, ce qui est assez nouveau aussi. Je ne fais pas la formule, elle est pas mal. Je te la reprendrai. Ouais, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Moi, je veux dire, tout est en open source. Vous pouvez reprendre tout ce que vous voulez. OK. Donc, tu dis que… mais ça veut dire qu'il faut apprendre. Tu parles beaucoup d'apprendre à apprendre. On y reviendra. Mais c'est d'ailleurs le titre, je crois, de ton tout dernier ouvrage. Mais tu parles aussi d'avoir une démarche réflexive en permanence sur ce qu'on apprend. Ça veut dire quoi concrètement? Comment on met ça en pratique, en fait? Déjà, si on réfléchit sur ce qu'on a appris, on commence à avoir une démarche réflexive.
Si on s'interroge par exemple sur, et tout le monde peut le faire, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces derniers mois, on pourra peut-être se reposer la question dans un an, ou il se trouve que le 24 janvier, c'est la Journée nationale de l'éducation, donc on peut le célébrer tous ensemble. Et à nouveau, on pourra peut-être tous s'applaudir sur ce qu'on a appris et tous remercier ceux qui nous auront permis d'apprendre. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez appris, peut-être que vous l'avez appris seul, mais peut-être que vous l'avez appris grâce à votre grand-mère ou à votre petite sœur ou à un de vos proches ou à un collègue ou à quelque chose que vous avez lu sur Internet. Et tout ça, c'est autant de lieux d'apprentissage, mais comme ce n'est pas des lieux d'apprentissage formels, on n'a pas tendance à considérer qu'on a vraiment appris. On n'a pas appris sa leçon. Et on n'a pas eu une bonne note qui vérifie qu'on a appris sa leçon. Mais évidemment, et heureusement, on apprend dans plein d'autres environnements. Et on peut apprendre, par exemple, qu'on apprend moins bien quand on est stressé. On peut apprendre qu'on apprend mieux quand on a bien dormi. Et on peut apprendre on peut apprendre les uns des autres quand on prend le temps de s'écouter, par exemple. Oui. Enfin, pas seulement au cri, mais dans ton parcours, donc tu parles d'apprendre à apprendre et puis tu mets ça en miroir des grands défis qui s'annoncent, qui sont sociétaux, les inégalités, mais aussi les questions d'environnement. Ça veut dire quoi dans ce cadre-là? Est-ce qu'on est prêt, en fait, finalement? Ça veut dire quoi apprendre à apprendre par rapport à ces grands défis? Déjà, en fait, je vais commencer par des défis personnels. On a tous relevé des défis personnels. Ne serait-ce que d'apprendre à respirer quand on est sorti du ventre de notre mère, les uns comme les autres. Si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a réussi ce premier défi, d'une manière ou d'une autre. Apprendre à marcher, apprendre à parler. Voilà, il y a plein de défis de ce genre qu'en moyenne, on a réussi à surmonter, mais on n'avait aucune réflexivité sur notre capacité à ce moment-là. Puis après, on avait peut-être des défis professionnels ou des défis familiaux, et on a probablement appris, quand on a vécu pour la première fois un deuil, à surmonter ce deuil et à accompagner ses proches endeuillés. Donc, on a tous relevé des défis. Et puis, des fois, on relève des défis collectifs. Typiquement, dans une entreprise, quand tu fais face au Covid, par exemple, on se dit, OK, comment on relève ce défi-là? Ce n'était pas du tout un défi évident. Par définition, on ne l'avait jamais vécu. Oui. On ne l'avait jamais vécu, etc. Et il y a plein de défis très personnels, du genre comment je combine télétravail et vie familiale, en particulier pour les femmes qui étaient évidemment doublement en première ligne sur ce genre de sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris dans ces moments-là? Et on peut réfléchir en tant que famille. Est-ce qu'on a fait corps? Est-ce qu'on s'est entraidé, etc. Bon, on peut réfléchir à ces apprentissages personnels et puis ces apprentissages collectifs. Et puis, on peut réfléchir sur les apprentissages globaux. Donc, globalement, est-ce que l'humanité a su faire face au Covid? Pas complètement de manière très satisfaisante. Est-ce que s'il y avait un deuxième Covid ou une deuxième vague ou un Covid-22, pour ne pas dire Covid-19, qui arrive, est-ce qu'en 2022, on s'en sortirait mieux qu'en 2019-2020? On peut l'espérer. Parce qu'on aura peut-être plus de stock de masques, par exemple. Mais on aura peut-être mieux fait collaborer les scientifiques au niveau international. On aura peut-être fait plus attention aux publications dans le Lancet. Pour prendre juste cet exemple-là, on ne pourra pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit, même dans des lieux d'autorité. Donc, on va peut-être apprendre à développer notre esprit critique. On va peut-être apprendre à mieux collaborer au niveau international. Par exemple, parmi les gens qui ont appris dans cette crise, ceux qui étaient en première ligne à l'Observatoire Robert Debré, ils s'en sont un peu mieux sortis que d'autres. C'est parce qu'ils discutaient avec leurs collègues de Colmar qui avaient déjà discuté avec leurs amis en Italie ou avec leurs collègues en Chine. Et donc, typiquement, ceux qui étaient en première ligne de la première ligne, c'est-à-dire ceux qui ont vu les premiers virus et les premiers patients, et s'ils ont su transmettre, à ce moment-là, on voit bien qu'on peut accélérer nos capacités d'apprentissage. Mais il faut aussi apprendre à débunker les fake news. Et ça, c'est pas complètement évident. On verra ça avec Benoît Raphaël la prochaine fois. Encore sur le sujet. Mais du coup, je reviens sur ton point qui m'intéresse particulièrement quand tu dis que l'autorité scientifique, en fait. Toi, tu es un scientifique reconnu, etc. Mais tu prônes une démarche probablement plus participative, collaborative. Est-ce qu'il n'est pas en même temps dangereux que cette autorité, que cette démarche scientifique ait trouvé des critiques fortes et peut-être probablement justifiées? Et donc, comment on fait pour à la fois, parce que c'est la porte ouverte aussi au n'importe quoi, non?
Oui, alors il y a une différence entre croire béatement l'autorité scientifique et croire n'importe quoi. D'accord. Et entre ces deux extrêmes, quelle que soit l'autorité, la croire béatement, et si tu veux, c'est même le propre de l'autorité scientifique. C'est que en science, c'est pas parce que tu es prix Nobel que tu as nécessairement raison. Ce qui compte, c'est un processus collectif de critique collective qui va nous aider à. C'est pas que les scientifiques soient individuellement bien meilleurs que les autres d'un point de vue strictement logique ou émotionnel ou relationnel, mais collectivement, ils ont une capacité à se critiquer et à faire émerger le consensus. Ce consensus, il n'est pas instantané. Et quand on voit au grand jour, si tu veux, François Jacob avait très bien dit ça, lui-même était prix Nobel, et il disait il y a une différence entre la science de jour et la science de nuit. La science de jour, c'est celle qui assène ses vérités et qui s'impose, c'est celle qu'on apprend à l'école, c'est celle qui fait argument d'autorité. Mais l'autorité scientifique, elle se construit dans la science de nuit, c'est-à-dire dans le tâtonnement, et comme de nuit, personne ne voit, mais s'il y a une petite lueur, on se précipite tous, et puis éventuellement, on se demande si c'était juste une luciole ou si c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, les lucioles peuvent être très intéressantes, mais il faut éventuellement apprendre à se confronter à l'inconnu. En fait, la méthode scientifique est une manière de se confronter à l'inconnu. Et donc, face au Covid, c'était très utile de pouvoir s'appuyer sur des méthodes scientifiques. Et ça ne veut pas dire que toutes les publications, il faut les prendre pour argent comptant. Mais se confronter à l'inconnu, c'est accepter un débat contradictoire avec des gens qui doivent argumenter leurs réponses. Et donc, il ne suffit pas de dire l'article du Lancet, c'est n'importe quoi. Il faut dire voici ce que je trouve pertinent dans l'article du Lancet et voici ce sur quoi je doute. Et d'ailleurs, je demande des éclaircissements, soit au Lancet, soit aux auteurs, soit dans les prochaines publications scientifiques. Pour en revenir à l'apprentissage, merci. Quand tu parles d'apprendre à apprendre, comment tu mets tout ça en place au CRI, toi? On aurait pu commencer par là, mais au Centre de recherche interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour tes étudiants? Puis il y a plein de projets différents, bien sûr, mais si tu veux... Le point commun, c'est de partir des défis. Donc, le CRI, on appelle ça maintenant un Challenge Research Institute ou un carrefour de rencontres intéressantes. Donc, on essaie de rassembler des gens qui portent le même défi et qui vont lui apporter des éclairages complémentaires. Aucun d'entre eux n'a forcément la solution, mais chacun peut apporter des éléments de réflexion qui vont peut-être contribuer à élaborer au moins des pistes de solutions qu'on va essayer d'affiner au fur et à mesure en expérimentant, en testant, en prototypant et en faisant autant de boucles d'itération qu'il faudra pour essayer d'avoir quelque chose qui tienne la route. Et donc ça, c'est une méthode qui fait que moi, je me suis beaucoup inspiré de différentes choses qui viennent de l'Asie, mais par exemple, il y a un proverbe japonais qui dit « Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Et on peut dire qu'aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines pour faire face au Covid, par exemple, ou aux défis climatiques, ou à n'importe quel problème, un tant soit peu complexe. Et donc, on a besoin de s'écouter, on a besoin d'humilité, on a besoin d'esprit critique, on a besoin d'une critique constructive, on a besoin de créativité, on a besoin de savoir communiquer les uns avec les autres, on a besoin d'empathie les uns pour les autres. Et on a besoin de respecter à la fois l'expertise scientifique, mais aussi l'expertise d'expérience. Parce que, par exemple, l'expertise des patients sur le Covid, comme sur énormément de pathologies, elle a aussi sa valeur. Ok. Quand tu... En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que la société probablement s'inspire de tout ce qu'on vit, devienne apprenante, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pourquoi on n'y arrive pas? On n'y arrive pas pour l'instant, à l'échelle globale. Enfin, même prenons la France, ce n'est pas le modèle qui prime. Non, mais disons que le modèle, mais enfin bon. Il faut voir quel était le modèle dominant jusqu'à maintenant et d'où il vient. Si vous prenez le modèle des grandes écoles, il naît avec la Révolution française. Donc, la Révolution française, on coupe quelques têtes et on a besoin d'une nouvelle. On a coupé les têtes de l'aristocratie, donc on a besoin d'une méritocratie. Et on crée un certain nombre de grandes écoles à peu près à cette époque-là. L'ENS et Polytechnique ont été créés pendant la Révolution. Et en plus, on décide d'avoir des élites qui ont été formées scientifiquement.
ce qui est assez unique à l'époque dans le monde. Donc, on a copié le système des concours des mandarins chinois, mais au lieu de travailler sur les textes confucéens, on s'est dit qu'on pouvait travailler sur d'autres choses, qui étaient plutôt, à mon avis, honnêtement, je pense qu'on avait peut-être le meilleur système au monde, à ma connaissance, fin 18e. Ce qu'il y a, c'est que ce système a très peu évolué. C'est pas qu'il n'ait pas évolué, mais il n'a pas évolué aussi vite que le reste du monde. Mais on ne peut pas piloter de la même manière un pays où il y a une majorité d'analphabètes et un pays où 80% des gens ont le bac et 1% des gens ont un doctorat. Et l'accès à l'information. Et tout le monde a accès à l'information en temps réel et au fact-checking, même si tout le monde ne vérifie pas les faits avant de les propager. Non, c'est sûr. OK, donc ça veut dire concrètement, si tu avais… quel serait, en plus, tu as travaillé pour le gouvernement, tu as fait des rapports sur ce sujet-là. Quels sont les éléments, les conseils, les programmes, enfin, comment tu voudrais faire concrètement évoluer la chose? Quelles seraient des mesures fondamentales? En fait, le modèle précédent, c'est un modèle où on met en compétition les enfants sur les savoirs d'hier pour savoir s'ils font partie de l'élite et qu'ils vont pouvoir décider pour les autres. Ça, c'est vraiment le modèle hérité du 19e et du 20e siècle. Le modèle auquel j'aspire, c'est un modèle où on apprend à coopérer pour faire face aux défis d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Et donc, on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs centrales, compétition versus coopération, hier contre demain. Et donc, je pense qu'il faut un changement de culture. Et ce n'est pas facile, le changement de culture. Mais il y a des gens qui ont déjà basculé dans une autre culture. Une bonne partie des gens qui sont dans les communautés open source sont dans des communautés de collaboration par définition. Et le web étant très horizontal, il y a plein de choses très intéressantes qui se passent à plein d'endroits. Mais il y a un problème de qu'est-ce qui fait autorité? Et ce qui fait autorité, est-ce que c'est ce qu'a dit le dernier hacker? Est-ce que c'est ce qu'a dit le président de la République? Est-ce que c'est ce qu'a dit un journaliste? Est-ce que tout se vaut? Non, tout ne se vaut pas. Mais comment est-ce qu'on apprend à faire la différence entre ce qui se vaut et ce qui ne se vaut pas? C'est pas parce qu'on est président des États-Unis qu'on a raison de dire que boire de l'eau de Javel, ça va désinfecter les poumons. Il va fort. Non, c'est lui qui va fort. Moi, c'est une blague, c'était une blague, François. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. OK. Et du coup, est-ce qu'on peut s'inspirer? Est-ce que tu as autour de nous, en Europe ou ailleurs, des modèles qui, que ce soit pour l'éducation primaire, secondaire, l'université, peu importe, mais des modèles où tout ça est un peu mieux appliqué? On parle des pays du Nord. Est-ce que c'est vrai tout ça? Où on peut aller chercher des… Parce qu'on peut s'inspirer de choses qui marchent, ou qui marchent mieux. Oui, alors en fait, même si on prend simplement l'éducation à 15 ans, ce qui est une question un peu plus réduite, qui a été comparée par l'OCDE dans ce qu'on appelle PISA, on voit que les premiers de la classe, continent par continent, typiquement la Finlande en Europe, le Canada sur le continent américain et Singapour sur le continent asiatique, sont des pays qui ont étonnamment des choses en commun, alors qu'ils ont des cultures hyper différentes au départ. Et en fait, ils avaient des systèmes relativement proches des nôtres avant, parce que la plupart des systèmes, pour des raisons historiques, étaient des systèmes centralisés, hiérarchisés, dans lesquels il y avait un endroit central où on décidait de ce qui devait se faire dans la plupart des autres endroits. Et ils ont progressivement encore plus décentralisé qu'ils ne l'étaient. Et donc, nous, on est resté hyper centralisés. On est plutôt plus jacobin depuis plus longtemps et on a plutôt moins évolué. Donc, on a beaucoup à apprendre de gens qui ont fait ça. Mais grosso modo, ils sont passés d'un système de contrôle où chaque niveau, le prof contrôle l'élève et l'inspecteur contrôle le prof et l'inspecteur général contrôle l'inspecteur et le ministre contrôle ça et puis le Parlement contrôle le ministre. Et puis, voilà. Donc, il y a le système de contrôle et un système de confiance. Et un système dans lequel on dit, ben oui, le prof, il doit faire confiance à l'élève et puis les équipes pédagogiques, on doit leur faire confiance et puis et on ne va pas chercher à centraliser les décisions, on va au contraire les décentraliser pour faire face plus rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on l'a fait, les pays où on l'a fait, par exemple pour lutter contre le Covid, ça a aussi mieux marché. Donc si tu veux, la décentralisation, parce que les contextes comptent. Et donc chercher à imposer la même solution absolument partout, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on n'est pas plus rentré, c'est peut-être une opinion, dans une société de défiance que de confiance aujourd'hui? Tu trouves qu'on va vers la confiance? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on fait des comparaisons internationales, la France est la société de défiance par rapport à ses homologues de l'OCDE. On est au niveau des Russes et des Turcs dans la confiance, et ça, c'était il y a une dizaine d'années, d'accord? Donc, avant les Gilets jaunes, avant le Covid. Confiance. Confiance dans l'autre
confiance dans les décideurs, confiance dans sa hiérarchie, etc. À chaque fois, on est quasiment les derniers. Et même dans la confiance en mon homologue, à mon autre français qui est à mon niveau, entre guillemets, ça aussi, c'est jugé? Ouais. C'est testé, ouais. Ouais. Donc, il y a… j'ai lu ces trucs-là il y a plus de 10 ans, donc je vous renvoie au livre qui s'appelle Société de défiance de Yann Algan, et vous aurez tous les chiffres on va le noter là sur la page. Ouais, okay. Moi, je ne me fais pas confiance à moi-même, tu vois, typiquement sur ce truc-là, parce que ma mémoire à 10 ans est pas parfaite. Mais je pense que typiquement, ce genre de choses, moi, ça a été très important pour moi de dire ça. Parce que ça m'a aidé à comprendre qu'effectivement, c'était une de nos spécificités et pas celle dont je suis le plus fier, si tu veux. Mmh. Oui, ça, je m'en doute. Oui. OK. Donc, s'inspirer des pays qui favorisent la confiance et l'horizontalité et la territorialisation de la prise de décision. Si on rapproche ça, on parle beaucoup, on travaille aussi chez Engage sur la société et aussi sur l'entreprise ou sur les organisations. Si on rapproche ça de l'entreprise, pour toi, ça voudrait dire quoi une entreprise apprenante? Il y a plein de gens, dont Peter Senge, qui ont pensé ces sujets depuis super longtemps. Là aussi, vous pouvez aller voir ce qu'il en dit. Mais pour moi, c'est à la fois une organisation dans laquelle, quelle que soit l'organisation, dans laquelle chacun peut apprendre et est invité à apprendre et à passer du temps à réfléchir sur comment il apprend. Mais c'est aussi des lieux dans lesquels le collectif réfléchit comment est-ce qu'on facilite les apprentissages entre les individus. Et c'est aussi des lieux où on regarde des organisations équivalentes pour voir comment est-ce qu'elles ont appris. Et quand je dis équivalentes, ce n'est pas forcément du même secteur. On peut se dire, mais dans le secteur aérien, par exemple, quand on fait une erreur, eh ben, on a l'obligation de le dire pour éviter qu'elle se reproduise et que les erreurs puissent donner des accidents. Malheureusement, on ne fait pas ça. On a mis longtemps à faire la même chose en médecine. Et pour l'instant, on ne fait pas encore dans l'éducation. Juste pour donner des exemples d'organisations méta, mais qui devraient s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres lieux. Si tu veux, la médecine, par exemple, progresse parce qu'elle fait de la R&D et elle fait de la recherche. L'éducation progresse moins parce qu'elle fait beaucoup moins de recherche et qu'elle fait beaucoup moins confiance aux acteurs. Donc, c'est marrant parce que tu reviens en fait sur la question dans l'apprentissage, sur la confiance et de l'alliance qui semble résonner pour toi, les deux. Faire confiance, faire alliance avec l'autre différent de moi pour progresser. Parce que si tu veux, quand on est confronté à l'inconnu, personne n'a la solution. Et donc, il faut apprendre les uns des autres. Et si tu veux, moi j'aime bien la métaphore de l'éléphant et des 6 aveugles que je raconte souvent, mais je leur dis pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il y a besoin de regarder un même problème sous différents angles et faire confiance à ce que l'autre voit. Et ce n'est pas moi qui ai raison parce que je suis le seul à avoir touché tel côté de l'éléphant. Ok. On en reverra parce que c'est une vidéo, enfin c'est une expression artistique, une œuvre que tu as choisie pour la fin. Il y a une question qui vient de Franck Escoubès que tu connais, qui est comment ou où on peut trouver un réceptacle pour capitaliser tout ce qu'on a appris de ce qui s'est passé depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette intelligence ou ce savoir collectif en fait ne disparaisse pas comme ça comme il est arrivé. Alors chacun de nous, est-ce qu'on peut trouver un réceptacle, l'inventer? C'est une bonne question. Nous, on a essayé de faire des choses de ce type. C'était pas complètement évident parce qu'il faut à la fois un réceptacle, et des gens qui veulent le remplir, si tu veux. Et donc, il fallait le faire dans le bon timing. Nous, on a essayé de lancer un site web qu'on avait appelé opencovid.care. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des domaines en .care, ce que je trouve hyper intéressant. Et qui a pas réussi à décoller, même si on avait essayé de créer le réceptacle. J'ai un ami à New York qui travaille avec Ariel Okri et qui a fait quelque chose qui est peut-être plus facile, et il a créé Crisis Logger. Et son idée, c'est que chacun peut raconter comment il a vécu cette crise. Et puis demain, il pourra raconter comment d'autres crises seront vécues. Et tu peux laisser du texte, tu peux laisser de l'audio, tu peux laisser de la vidéo, et tu peux te loguer aussi souvent que tu veux. Donc, si tu veux, la question, c'est comment tu fais des choses où la barrière d'entrée est suffisamment faible pour que tout le monde puisse le faire. Donc là, ils ont fait quelque chose qui, à mon avis, a le mérite de faciliter les choses. Ce qui est vrai, c'est qu'on a essayé de créer une plateforme plus collective, et le problème, c'est que
il faut créer un collectif quoi, pour qu'une plateforme de gens puisse exister. Ah oui, bien sûr. C'est pas toujours évident. Donc, en fait, ceux qui ont plutôt bien réussi, c'est ceux qui avaient déjà des plateformes avec déjà des collectifs et qui les ont invités à rejoindre. Donc, Joggle, par exemple, est une autre plateforme d'intelligence collective qui a su capter une partie de l'intelligence distribuée sur au moins certains sujets. Joggle, c'est une plateforme qui a été montée par Thomas Landrin, une sorte de science participative. Donc, je vous invite à aller voir. C'est joggle.io, je crois, le site. Je vous invite, il va être l'heure de passer à la session un peu plus collective. Donc, je vous invite à lever la main si vous voulez poser une question à François. Et Laura, qui est derrière, vous ouvrira le micro. Donc, je vous invite à lever la main, tous ceux qui nous écoutaient, et à poser vos questions en direct. En attendant que les mains se lèvent, qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait croire que tes aspirations vont arriver à émerger? Parce que j'ai posé la question des freins, mais qu'est-ce qui aujourd'hui te met en confiance en fait? Ouais, j'essaie de regarder très vite les questions en même temps. Je pense que ce qui me met en confiance, c'est le fait que, en fait, je pense qu'il y a toujours plus de gens qui ont compris que notre modèle est à bout de souffle. Et donc, quelque part, Socrate avait déjà compris une partie des choses qu'on essaye de dire. Ça, c'est pas très bien terminé. Et Maria Montessori, elle a eu tout un tas de difficultés avec Mussolini ou avec d'autres. Donc, si tu veux, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées. Il faut en plus qu'effectivement, l'écosystème ait confiance et ait envie de s'engager dans cette direction. Ce que je pense, c'est que comme on va collectivement dans le mur et qu'il y a toujours plus de gens qui l'ont compris, et qu'en plus, il y a plein de gens qui souffrent du système tel qu'il est. Donc, il y a une question sur les 1% et les 80%. Mais si tu veux, moi, dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a une partie des élites, aujourd'hui, envoient leurs enfants à l'étranger pour faire leurs études parce qu'ils se rendent bien compte que le système ne fera pas d'eux des membres de l'élite par défaut et qu'au contraire, ils risquent de les laminer s'ils ne sont pas adaptés au fonctionnement actuel. Donc, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont en train d'émerger et je pense que le système ne correspond plus parfaitement à… Enfin, il y a toujours moins de personnes qui se reconnaissent à 100% dans le système. Il y a plein de gens qui continuent à en bénéficier, au moins partiellement, moi le premier, etc. Mais on voit bien qu'on arrive à une limite et que ce système, on ne peut pas simplement le projeter vers l'avenir en se disant de toutes les manières, il résoudra tous les problèmes. Non. Aujourd'hui, on crée des problèmes plus vite qu'on ne les résout. Donc, et Einstein avait très bien compris, il disait on ne peut pas espérer des solutions qui viennent du système qui a créé le problème. Et donc, on a besoin de penser autrement. Et il y a de plus en plus de gens qui essayent autre chose et qui démontrent que travailler autrement, ça fonctionne. Et quand je vois que la Fondation Lego dit que la meilleure école du monde est en Haïti, je me dis, c'est intéressant. D'abord, c'est une leçon d'humilité pour tous ceux qui croient qu'elle est dans le quartier latin ou ceux qui croient qu'elle est en Finlande ou à San Francisco. Et c'est comment est-ce qu'on comprend ces modèles alternatifs et qui souvent naissent dans les marges. Et donc, Maria Montessori avait commencé dans les marges. Aujourd'hui, c'est peut-être en Haïti ou ailleurs, mais c'est intéressant de documenter ce qui se passe ailleurs, de le partager et de voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour éventuellement, non pas faire un copier-coller, mais se dire qu'il est possible de penser autrement. Mais donc, tu crois que, pour plagier Gladwell, qu'on est presque à un point de bascule, que tu sens venir quelque chose, que ça fait tellement de temps qu'on attend que les choses changent et que ça ne change pas. Tu sens quelque chose poindre? Mais si tu veux… moi, déjà, sur 15 ans, le cri a cru exponentiellement. Donc déjà, ça prouve qu'il y a 2-3 trucs qui, au moins, nous sont favorables. Et donc, je pense que ces idées sont toujours plus écoutées et qu'il y a toujours plus de gens qui font ce genre de choses en pratique à plein d'endroits. Mais si tu veux, les exponentielles, un, ne montent pas jusqu'au ciel et deux, elles commencent lentement. Et même quand elles sont… nous, on a fait 10 doublements. Donc 10 doublements, c'est pas mal, mais ça fait 1000 fois plus. Mais ça fait pas 1 million ou 1 milliard. Mais il faut faire 10 ou 20 doublements de plus. 10 fois 1 million. 10 000. 10 fois 1000, quoi. OK. Je vais ouvrir la question à Maëlys. Est-ce que, Laura, tu peux ouvrir le micro pour Maëlys, s'il te plaît? Et n'hésitez pas à poser des questions à la fin, parce que je vais les prendre à la suite maintenant.
Malice, le micro est à toi. Bonjour François. Bonjour. Du coup, double question pour toi. Une très brève. Qu'est-ce que la crise a changé ou va changer à tes combats ou missions au sein du CRI? Et comment, au sein du CRI, qui vous êtes déjà dans l'apprentissage, dans la coopération et déjà beaucoup dans le digital, vous avez vécu finalement cette crise? Grâce Merci Maëlys, ravi de te retrouver. En fait, Pareillement. je pense que cette expérience, enfin, le mot crise en chinois, il y a deux caractères, danger et opportunité. Donc, on a essayé de minimiser les dangers, on a essayé de maximiser les opportunités, mais on est loin d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. On l'a plutôt mieux vécu d'autres parce qu'on avait vu venir les choses de Chine et parce qu'on était plutôt plus ouvert au digital que la moyenne. Mais on a quand même eu des étudiants qui ont beaucoup souffert. Parce que vivre confiné, c'est traumatisant. Ça n'a pas été facile même pour les salariés, même pour moi. Voilà, je ne suis pas sûr que ça ait été facile pour qui que ce soit d'ailleurs. Mais si tu veux, par exemple, un des nouveaux axes qui a émergé de manière très nette, même si on avait commencé à s'intéresser à ces sujets, mais on se dit que c'est un sujet qui se doit d'être prioritaire, c'est nous, on travaille sur prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et prendre soin de la planète, c'est les outils de développement durable. Prendre soin des autres, c'est l'éducation, la santé et l'empathie et l'accompagnement. Mais prendre soin de soi, ce n'était pas complètement évident de savoir ce que ça voulait dire. Donc moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de relire les stoïques ou des choses comme ça. Voilà, j'essaie de revenir à des fondamentaux historiques. Et en même temps, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les traumatismes s'amplifiaient les uns les autres et qu'il fallait aller au-delà des tabous sur les traumatismes qui viennent de loin. Et donc, il y a énormément de traumatismes dans l'enfance et de carences dans l'enfance. Et d'autres sociétés s'en sont beaucoup plus emparées que nous. Donc, typiquement, les Scandinaves sont très en avance là-dessus. Mais les Américains, où il y a énormément de traumatisme, depuis la fin des années 90, ils ont développé des approches qu'on appelle Adverse Childhood Experience, où ils essayent de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont souffert d'un certain nombre de traumatismes ou de carences dans leur enfance, et que si on ne sait pas les aider, ils risquent de les reproduire, et en tout cas de foutre en l'air leur propre santé, voire celle de leurs propres enfants. Et donc, ce qui a été montré aux États-Unis, c'est qu'on peut intervenir là-dessus. On peut intervenir en formant les professionnels, déjà, et éventuellement en accompagnant les futurs parents pour briser le cercle de répétition. On peut aussi accompagner les ados quand ils sont en rébellion parce que ça bouillonne à l'intérieur, parce qu'ils ne vont pas bien. Et si on ne les accompagne pas, ils ont 30 fois plus de chances de décrocher, 20 fois plus de chances de se suicider, ils ont énormément plus de chances de devenir violents et de créer des violences autour d'eux. Nous, en France, par exemple, les frères Kouachi et un certain nombre de terroristes sont des gens qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance après avoir été massacrés à bien des égards. Donc en fait, quand tu prends conscience qu'une partie de ceux qui provoquent des violences sont eux-mêmes d'anciennes victimes, tu te dis qu'il faut que prendre soin de soi, c'est vraiment la base de tout. Et quand tu discutes avec d'autres personnes qui ont su surmonter ça et qui sont dans le prendre soin des autres, mais qui disent « mais moi, j'arrive pas à prendre soin de la planète. Je suis déjà dans ce combat personnel et j'arrive pas à aller au-delà pour l'instant. » Et donc, on voit bien que prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la planète, c'est trois combats qui, à mon avis, sont complémentaires, mais dont on a besoin de les aborder quasiment simultanément. Parce que si on se bat uniquement pour la planète, eh ben on va s'épuiser. Si on s'occupe uniquement des autres, on va s'oublier. Et si on s'occupe que de soi, c'est sympa son nombril, mais ça va pas très bien non plus. Ok, donc il faut une approche qui concilie ça. Merci Maëlys. Je vais prendre la question d'Olivier. À tout à l'heure Maëlys. Olivier, je ne sais pas qui c'est, mais c'est Olivier. Voilà, Olivier. Hop. Il devrait arriver. Petit décalage. Le voilà, j'ai l'impression, non? Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Vous m'entendez? Oui. Oui, bah d'abord, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai découvert ce live un petit peu par hasard et je suis ravi de vous écouter. Je ne connaissais pas votre parole. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que j'ai entendu à deux reprises. Vous avez beaucoup opposé coopération et compétition.
Et je me demandais si on pouvait effectivement faire totalement abstraction de la notion de compétition ou d'émulation, en tous les cas, qui peut un petit peu s'appuyer souvent sur des motivations positives liées à l'ego, enfin des choses comme ça. Et donc je voulais savoir comment vous envisagez les choses, coopération sans compétition, comment ça peut travailler ensemble. Comment les deux résonnent, ouais. Merci. Donc, ce que je dirais, c'est que la notion de compétition en France, elle est poussée à l'extrême. Tous les systèmes qui forment des élites universitaires, parce qu'il y a moins de place à Harvard que dans les lycées américains ou à Cambridge que dans les lycées britanniques, sont compétitifs. Mais nous, on a concours d'entrée et concours de sortie. En médecine, à l'ENA, à l'IX, donc dans un certain nombre de lieux qui comptent pour les décideurs dans le gouvernement en particulier. Et en plus, si tu veux, les différents majors se mesurent entre eux, etc. Donc, si tu veux, on a une hyper-compétition, ce qui provoque tout un tas de problèmes. Et puis, moi, j'aime bien le mot de coopétition, par exemple, qui est comment est-ce que dans des formes coopératives, on peut éventuellement apprendre à être compétitif. Donc, par exemple, en sport, tu as souvent des sports d'équipe dans lesquels tu coopères dans l'équipe et puis tu es en compétition avec les autres. Donc ça, on voit bien ce que c'est que la coopétition dans ce contexte-là. Et tu peux faire de la coopération pour relever un défi local, par exemple, entre élèves, et tu peux apprendre à coopérer tout en étant éventuellement dans des formes d'émulation qui peuvent exister parce qu'il peut y avoir des métriques extérieures à la classe ou au collectif qu'on essaye de mesurer. Mais parmi les questions que j'ai vues posées à l'écrit, et c'était probablement toi, Olivier, il y a, par exemple, si on regarde Wikipédia, là aussi, Yann Algan a fait un article intéressant où il a montré en fait que les gens qui coopèrent sur Wikipédia pour éditer les pages et contribuer à produire du bien commun, en fait, ils le font en mettant… Ils peuvent recevoir des badges. Et typiquement, il y en a plein qui sont vachement contents de récupérer ces badges et de les mettre sur leur page perso pour dire c'est moi qui… mais pourquoi pas, si tu veux. Donc, je dis pas… Peut-être qu'on pourrait complètement les égos, etc. Mais ça, moi, je me sens pas mûr et je sens pas la société française, aucune société d'ailleurs complètement mûre pour ça complètement. Mais au moins, dans un premier temps, si tu veux, si on est capable d'aligner les égos avec les intérêts du collectif, et que plus souvent on est invité à jouer collectif. Par exemple, tu prends le monde du cinéma, il y a beaucoup d'ego, mais un film, c'est une œuvre collective. Et ben, à la fin du film, on explique qui a fait quoi. Et donc, on peut rendre à César ce que César a fait, si tu veux, pour lui remettre un César, même s'il y a plein de dérives dans le monde du cinéma. Je ne dis pas que c'est un monde parfait, mais on peut, c'est un peu plus coopératif que le mode avec ça reste une communauté de ça reste une coopération hiérarchisée. Je prends l'exemple d'une film. C'est bien une communauté, mais enfin, elle a été hiérarchisée. Et à la limite, le troisième rôle aurait bien voulu avoir le premier rôle. Il n'a juste pas forcément eu le choix. C'est pour ça que j'essaie de voir si on peut effectivement avoir des communautés où… Mais l'alignement des égos… Mais tu prends les communautés comme GitHub, tu prends les communautés de codeurs comme GitHub, tout le monde est invité à contribuer, tout le monde contribue au bien commun et ta réputation, elle est votée par les autres. Et ton employabilité augmente et est plus corrélée à tes contributions sur GitHub et à ta réputation sur GitHub qu'à ton diplôme aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est des systèmes de réputation qui sont beaucoup plus dynamiques et en plus pas basés sur des concours ou des proxys inventés au 19e siècle, mais sur des choses que tout le monde peut vérifier parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un codeur qui sache coder comme si. Et je peux aller vérifier son code. Je pense que, si tu veux, on a beaucoup de mal à admettre que… on a un système jacobin et on a l'impression que tout le monde doit faire la même chose. Et parfois, il y a des innovations pédagogiques que le gouvernement veut généraliser. Et quand elle veut les généraliser, typiquement le ministère de l'Éducation nationale, quand ils essaient de généraliser un truc qui a marché quelque part, même ceux qui avaient porté cette innovation peuvent être contre, parce que tout d'un coup, on leur impose de le faire dans un cadre qui est plus strict que ce qui était leur expérimentation initiale. Donc, on a un système qui, parce qu'il est hyper centralisé, a énormément de mal à innover.
Parce que soit on bascule tous, et à ce moment-là, comme il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à basculer, il y a plein de gens qui râlent, soit on n'ose rien faire parce qu'il faut que tout le monde fasse la même chose. Et donc, je pense qu'il faut sortir de ce système hyper centralisé. Il y a eu dans les années 80 un certain nombre de modèles alternatifs qui sont nés, mais ils sont restés exceptionnels. Il y a eu Freinet qui a eu son heure de gloire, mais qui n'a jamais dépassé quelques pourcents des classes. Et il y a effectivement des enseignants qui font du Montessori, mais ça reste marginal. Et pourtant, on parle de choses qui ont un siècle. Hein. Montessori ou Freinet, c'est pas complètement 2020, quoi. Même si c'est très adapté au monde d'aujourd'hui. Ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement créer des lieux où on se retrouve pour que les différentes rivières et ruisseaux se retrouvent et se nourrissent les uns les autres. Mais je pense que, par exemple, il y a quelque chose qui a été fait par nos amis finlandais qui s'appelle 100. 100. Et vous pourrez retrouver le lien. Ils ont documenté 100 innovations pédagogiques, d'abord finlandaises, puis internationales, et ils essaient de renouveler les stocks et de documenter ce qui se passe ailleurs pour au moins le rendre accessible aux profs. Il n'y a pas de version française, par exemple, de ça. Donc, si on ne parle pas anglais, on a un peu de mal, et puis si on ne parle pas finlandais, encore plus. Et donc, on voit bien qu'il y a besoin de se rassembler, effectivement, et de créer des lieux. Et la question, c'est qui doit créer ces lieux? Et quand c'est le ministère, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suffisamment confiance dans le ministère et donc ne vont même pas vouloir y aller. Et quand c'est quelques individus, les autres disent qu'ils n'y croient pas. Je pense que les universités ont probablement un rôle à jouer intéressant parce que l'université, c'est le monde de la recherche, c'est le monde de la formation, y compris de la formation des enseignants, y compris de la formation des enseignants du supérieur qui eux-mêmes ont besoin d'innover et d'apprendre. Et donc, je pense qu'on a besoin de mettre en réseau, en fait, les lieux qui innovent et de faire qu'il y ait plus de rencontres et plus d'échanges. Encore une fois, des médecins qui innovent à l'échelle mondiale, il y en a plein. Et puis, il y a des lieux où ils se réunissent et des lieux où ils partagent. Et on a créé, par exemple, des centres hospitalo-universitaires, ce qu'on appelle des CHU. On a créé l'INSERM, on a créé des équivalents dans d'autres pays. Et puis, il y a des congrès où on se retrouve pour discuter de ça. Mais on met des vrais budgets. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget de R&D à l'éducation nationale. Et il n'y a quasiment pas de formation continue, en tout cas pas qui correspond aux demandes et qui part de la base et des besoins des enseignants. Et je pense que si on avait des choses comme ça, plus des plateformes de documentation et de partage, d'intelligence collective, si on avait un GitHub de l'éducation, pour le dire vite, je pense que typiquement les enseignants se rassembleraient pour partager et avancer collectivement. D'accord. C'est ce que essaie de faire Florence avec Être Prof, non, un peu, Florence Rizzo? En partie, tout à fait. Ce réseau de professeurs qui essaient de faire les choses différemment. On va prendre Si j'avais une question qui me vient, du coup, pardon, avant de passer la parole à Max. La question, c'est est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais avec le CRI est SEM dans les autres universités? Est-ce que toi, à ton échelle, ça commence à infuser, etc. Toujours un peu plus, quoi. Honnêtement, en 15 ans, on ne peut pas se dire que c'est parfait, mais on a un peu avancé. Et donc là, par exemple, on est en train de créer un institut des défis au sein de l'Université de Paris. Et notre rôle, c'est pas simplement de faire aussi bien qu'on peut pour nos étudiants, mais c'est aussi d'accompagner des enseignants-chercheurs du reste de l'Université de Paris, voire d'autres universités, qui voudraient passer un peu de temps ici et prototyper des choses. On est aussi en train de créer des plateformes numériques où on étend celle du CRI dans une logique de Learning Planet. Donc, on essaie de créer un peu ce que proposait Philippe, un site sur lequel, en particulier, c'est difficile d'avoir toutes les innovations pédagogiques sur tous les sujets, mais on se dit au moins les innovations qui sont liées au développement durable, qui sont liées à cette capacité à former les élèves à prendre soin d'eux, des autres et de la planète. On veut contribuer à les documenter, à les partager systématiquement à l'échelle nationale et idéalement à l'échelle internationale. On travaille avec l'UNESCO sur ces sujets. On a été invité par la Commission européenne qui a créé un appel d'offres université européenne avec des financements pour des universités qui se transforment et qui se transforment en co-construisant avec leurs étudiants d'autres modalités pédagogiques et d'autres finalités même, au sens de on n'est pas juste là pour passer des diplômes, on est éventuellement là pour se former à devenir un citoyen engagé, capable de relever des défis. Ok. Max, je te cède la parole. Laura, si tu veux avoir l'gentillesse d'ouvrir le micro de Max Heiter.
Bonjour. Voilà. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Oui, ma question c'est, parce que je vous entendais, je trouvais ça vraiment assez formidable tout ce que vous disiez, mais justement par rapport à ce problème de légitimité, si vous voulez, vous disiez, d'un côté, on aurait le ministère et donc personne ne veut y aller, et d'un côté, qui serait légitime pour faire quelque chose où on puisse faire quelque chose ensemble, où on puisse travailler ensemble. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme une charte, par exemple? Une charte, c'est-à-dire quelques points simples sur lesquels on serait d'accord, et où les gens pourraient justement échanger par rapport à cette base-là. Je m'inspire à ce qui a été fait, je pense, au XIe siècle à Tolède, la Maison de la Sagesse, où des gens qui venaient de toutes sortes de cultures et de toutes sortes de formations différentes, que ce soit des médecins, des astronomes, des choses comme ça, se sont mis ensemble pour justement faire de la recherche et travailler ensemble. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible, envisageable ou pas du tout? Je veux bien la référence à l'occasion, mais nous, on essaye à notre petit niveau de faire ce genre de choses. Et je pense qu'une des choses qu'on a essayé de faire avec l'UNESCO dans le cadre de cette idée de Learning Planet, et on l'a proposé, on aimerait pouvoir faire ça avec la World Expo. Et donc, qui vient d'être repoussé d'un an, donc on a un an de plus pour essayer d'affiner le concept. Mais l'idée, ce serait de célébrer comment est-ce qu'on apprenait hier. Donc peut-être que les Espagnols diraient, bah, voici comment on apprenait au XIe siècle chez nous. Les Égyptiens pourraient dire, bah, nous on a fait la bibliothèque d'Alexandrie. Les Grecs pourraient dire, nous on avait Socrate. Les Italiens Montessori. Enfin, chacun pourrait choisir. Et donc ça, c'était comment est-ce qu'on apprenait hier. On pourrait tous être invités pays par pays à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui dont on est le plus fier, qu'on a envie de partager avec les autres. Et puis, on a aussi l'idée de demander, en particulier aux plus jeunes, d'imaginer comment est-ce qu'on apprendra demain. Et donc, moi, j'ai fait cet exercice avec un certain nombre de jeunes étudiants ou plus jeunes encore. Et c'est assez intéressant de leur demander comment est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent. Parce que tout de suite, tu prends 30 ans et tu te dis, bon, alors voilà, donc 2050, c'est à quoi devraient ressembler les manières d'apprendre pour que chaque individu aille mieux, que chaque collectif aille mieux et que la planète aille mieux. Est-ce qu'on est capable de se projeter là-dessus? Donc, tu vois, si on crée des lieux où on partage sur comment on faisait hier, sur comment est-ce qu'on commence à faire des choses intéressantes aujourd'hui et ce à quoi on aspire demain, et si on avait un espèce de méta-lieu, un espèce de middle ground, un lieu où on puisse rassembler l'ensemble de ces expériences. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont s'inspirer plus de Tolède et d'autres qui vont s'inspirer plus de Maria Montessori ou qui vont s'inspirer plus de Socrate ou je ne sais. Mais et comme je pense qu'il y a plein de formes de sagesse, et je suis assez d'accord. Enfin, j'aime aussi le nom, et je voudrais rebondir sur le nom de lieu lié à la sagesse. Je trouve que moi, il y a un poème que j'aime beaucoup de T.S. Eliot qui dit où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant, où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Et aujourd'hui, on est inondé de données et d'informations, on manque d'outils pour penser la connaissance, et même la connaissance de la connaissance, pour reprendre Edgar Morin. On n'a quasiment rien pour penser la sagesse au XXIe siècle. Et en quoi est-ce que ça fait des vies qui ont du sens, tu vois, et avoir au moins des lieux où on peut se poser la question du sens. Et moi, je trouve que l'école devrait être un lieu où on se pose cette question. Mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas dans les programmes de réfléchir sur le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend, le sens de la vie, le sens de ce qu'on a envie de faire ensemble. Et je pense que ces questions-là sont tellement essentielles que, de manière surprenante, on les a oubliées. Bon, effectivement, très bien. Ça te va, Max? Tu veux rebondir? Ouais, ça me va. Ça me va. Juste un truc, c'est qu'en fait, cette histoire de Maison de la Sagesse qu'ils ont fait dans le XIe siècle, il y avait un accord qu'ils avaient, c'était l'existence d'un Dieu unique. Et on pouvait être bouddhiste, on pouvait être musulman, on pouvait être, mais il fallait juste se mettre d'accord sur ça. Là, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ce serait maintenant, aujourd'hui, le truc sur lequel on pourrait se mettre d'accord, parce que j'entends très bien tout ce que vous dites, François, je suis super, mais oui, c'est-à-dire tout le monde pourrait, on peut venir les Égyptiens, je veux dire, il n'y a aucun problème, mais sur quoi est-ce qu'on va pouvoir se rassembler pour se dire,
parce que maintenant, non, Dieu, je pense que ça serait compliqué. La science au centre, moi personnellement, c'est compliqué enfin, on pourrait en discuter, mais voilà. Donc, quel est l'espace, quel est l'endroit où, justement, on se dit, où des gens de bonne volonté peuvent se réunir pour justement mettre cette question du sens au centre. Parce que pour moi, ce qui s'est passé là avec la Révolution française, c'est qu'on a mis l'individu au centre et on a vu ce que ça donne, quoi. Donc maintenant, comment on fait pour faire ce switch? Non, c'est une très belle question. Je n'ai pas la réponse, mais quelques pistes. En fait, aujourd'hui même, j'ai discuté avec quelqu'un qui essaie de mettre ce qu'elle appelle la golden rule, la règle d'or au centre. Et la règle d'or, c'est de faire à l'autre ce qu'on voudrait que l'autre nous fasse. Et de ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et elle a essayé. Donc, il y a N variantes, mais c'est dans pratiquement toutes les civilisations, on retrouve cette règle-là. Et elle essaye de la mettre au bout du 21e siècle en disant à nous et aux prochaines générations. Et donc, ça permet d'inclure la planète et un environnement durable par défaut dans la réflexion. Et donc, moi, je dis prendre soin de soi, des autres et de la planète, c'est des variantes. Et ce qui est assez intéressant, si on veut aller un cran plus loin, et dans le sens de ce que je comprends de ta question, c'est qu'il y a un anthropologue un être interdisciplinaire que j'aime bien, qui s'appelle Jonathan Haidt, qui a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle L'hypothèse du bonheur. Et en fait, il décrit les invariants moraux dans l'humanité. D'accord ? Et en fait, quand tu regardes les invariants moraux, il y a beaucoup de gens qui pensent que les autres sont amoraux parce qu'ils n'ont pas la même morale qu'eux. Mais en fait, on a tous une morale. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Les deux choses qui reviennent le plus souvent, c'est fair and care. Et donc, ça revient un petit peu à cette golden rule, mais tu vois, donc il faut des choses équitables et où on prend soin. Donc ça, c'est deux choses qui sont fondamentales. Toutes les civilisations ont eu. Et il y a 3-4 autres dimensions qui sont plus débattues. La liberté, par exemple. Pour nous, c'est essentiel, mais pendant quelques mois, on a abandonné notre liberté au profit du care, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a des hiérarchies. La liberté n'est pas toujours au top. Et en plus, ça dépend des civilisations et des moments de l'histoire et des individus. Et après, il y a 3 autres dimensions qui sont très, très connexes les unes des autres, qui sont communauté, autorité et sacré. Donc, c'est quoi ta communauté de référence ? Est-ce que c'est ceux qui ont la même couleur de peau que toi, ou est-ce que c'est l'humanité, ou est-ce que c'est ton village et ta tribu en Corse? Voilà. Chacun a sa réponse. Qu'est-ce qui fait autorité pour toi? Pour Michel Serres, c'est ce qui fait grandir. Pour Trump, c'est lui. Tu vois, et donc chacun peut avoir sa définition de l'autorité, voire de l'autoritarisme. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que les généraux américains ont dit que l'autorité, c'était pas le président, mais c'était quelque part plus intéressant que ça. Donc il peut y avoir des débats intéressants sur ce qui fait autorité. Et ce qui est sacré, moi j'ai un peu de mal. Je pense qu'à Tolède, ils auraient probablement eu des arguments intéressants sur ce qui est sacré, c'est Dieu, unique, etc. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire que ce qui est sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à faire des sacrifices. Et bon, pour moi, typiquement, c'est les générations qui viennent. Je suis prêt à faire des sacrifices pour mes enfants et je suis prêt à faire des sacrifices pour les générations qui viennent et à éventuellement avoir un peu moins de confort immédiat pour d'autres choses. Mais chacun peut répondre à sa manière. Mais en tout cas, si on se posait la question systématique autour de qu'est-ce qui est dans notre charte commune, je pense qu'il faudrait avoir des choses qui cochent les 6 cases de Jonathan Haidt sur c'est quoi le care, c'est quoi le faire, c'est quoi l'autorité, c'est quoi la communauté, c'est quoi le sacré, c'est quoi les libertés auxquelles on croit. Merci Max, on va devoir s'arrêter, je suis désolé. Non, parce que, on en discutera Max dans d'autres contextes avec plaisir. Voilà, vous enverrez des mails pour mettre en relation. Merci François, on va devoir bientôt rendre l'antenne, comme on dit. Voilà. Donc, 2 dernières petites questions. Du coup, si on résume, tes futurs désirables, c'est quoi? Dans quelle société tu as envie de vivre dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu as envie de créer comme société? Une société où, à partir de la situation d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de divisions en soi, on est coupé de nos émotions, on est coupé des autres et on est coupé de la nature, on prend ces 3 coupures et on repense les 3 écologies psychiques, relationnelles et environnementales, et on apprend systématiquement à prendre soin de soi, des autres et de la planète du plus jeune âge, et où on essaye de mobiliser de l'intelligence collective. Si tu veux, je pense qu'il y a de plus en plus d'émotions collectives.
Black Lives Matter, Friday for Future et MeToo, pour donner 3 exemples qui sont devenus viraux. Et la question, c'est comment tu passes de l'émotion collective à l'action collective via l'intelligence collective et pas via la bêtise collective. Parce qu'il y a plein de gens qui savent très bien manipuler la bêtise collective. Hitler le faisait très bien, Trump aussi, Bolsonaro. Enfin, il y a plein de gens qui savent manipuler la bêtise collective et ça peut amener à des catastrophes s'il n'y a pas suffisamment d'intelligence collective pour contrebalancer. Et donc, je pense qu'on a besoin d'action collective, mais que cette action collective, ce n'est pas juste l'autoritarisme qui va l'imposer, c'est des formes d'émotion et d'intelligence collective où on va réussir à se mettre d'accord. Et donc ça, je crois qu'il faut qu'on élève notre niveau de conscience individuelle et collective sur quels sont nos vrais besoins fondamentaux. Et je pense qu'il y a un bon article, un bon rapport de l'UNICEF et du Lancet et de l'OMS sur la santé des enfants, et qui disent en fait, si on mettait les enfants au cœur, donc les prochaines générations au cœur, on pourrait repenser le développement durable, on pourrait repenser les droits de l'enfant, et on pourrait systématiquement se demander qu'est-ce qui est bon pour eux, et en le co-construisant avec eux. Par exemple, pourquoi est-ce que tu vois, les enfants, ils ont un certain nombre de droits, mais ils n'ont pas le droit de demander de nouveaux droits. Ils n'ont pas le droit de demander le droit de vote, par exemple. Et pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas le droit de vote? Eh ben, ça peut se débattre, parce qu'on peut dire qu'ils sont irresponsables, mais est-ce que tous les adultes le sont? On peut en discuter, si tu veux. Et je pense qu'il y a des vraies questions à avoir. Et pour moi, une société, pour pas dire une civilisation dans laquelle on met les générations futures systématiquement au cœur des décisions, ça ferait une vraie différence. Et je pense qu'on peut co-construire cette société avec eux. Et donc, par exemple, on peut inviter les jeunes à nous dire quels sont les nouveaux droits qu'ils aimeraient avoir, et puis à quoi est-ce qu'ils aimeraient croire. Et puis, et à mon avis, c'est une société globale, parce qu'aujourd'hui, les enfants se pensent citoyens du monde, et ils savent bien que les problèmes… Ils se sentent, en fait, ils ne pensent même pas, ils se sentent, en fait. Ils sentent les choses différemment. Ok. Dernière, Laura, tu nous as demandé une œuvre d'art, tu nous as donné 2 œuvres d'art, une histoire d'éléphant et question d'imagination. Laura, est-ce que tu pourrais nous passer ça pour conclure? Puis après, on se dirigera vers l'atelier d'intelligence collective. On va mettre le lien rapidement pour pouvoir vous basculier. Laura, tu nous mets ça? Et François, tu veux bien commenter quand la petite… Je commente les vidéos ou je commente quoi? Les deux, tu vas avoir de la vidéo et du son, en fait. Tu vas voir les deux. D'accord, je commente en live, c'est ça? Ouais, si tu veux bien. Normalement, ça devrait se mettre. Alors, ça marche pas. Si ça marche pas, je sais pas. Laura, tu y arrives ou il y a un petit bug peut-être? Je peux vous dire, je peux commencer en tout cas. Ouais, je sais pas pourquoi on commence par la musique ou pas? Ouais, comme tu veux. Si on commence par ça, admettons qu'on commence par ça. Donc, tout à l'heure, je parlais d'éléphants et des 6 aveugles. C'est un artiste, Thibaut Franc, qui a construit cette œuvre d'art après que j'ai discuté avec quelqu'un qui est devenu un ami commun, qui a eu l'idée, après un certain nombre de discussions avec lui sur nos aveuglements individuels et collectifs, et il a commandé cette œuvre d'art et il m'a bandé les yeux et il m'a fait expérimenter l'éléphant. Et comme je connaissais un petit peu, j'ai compris que c'était un éléphant, mais je n'ai pas compris que c'était un éléphant fait d'éléphant. Et c'est une expérience que j'ai fait faire à plein de gens, et il se trouve que il y a très peu de gens qui comprennent la complexité de l'objet qui est devant eux. Et j'ai même un ami prof d'Harvard qui croyait avoir compris que c'était un palmier parce qu'il avait touché un morceau qui ressemblait à un palmier. Et ensuite, comme il connaissait l'histoire, etc., il a demandé à tous les étudiants d'Harvard qui sont passés par le CRI d'expérimenter cette sculpture à l'aveugle. Donc c'était effectivement très intéressant, et je pense qu'en fait, on a tous des aveuglements cognitifs. Les sciences cognitives, à la fois les grandes philosophies, parce que c'est une légende qui a des milliers d'années, l'avaient compris, et là voilà, j'en peux plus de mon aveuglement personnel par rapport à ça, et je pense que les sciences cognitives on converge avec les sagesses ancestrales sur un certain nombre de choses, et je pense que ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge, et je pense qu'on a tous des moments où on comprend autre chose, mais on ne le partage pas suffisamment. Et donc, si on peut partager ces aveuglements cognitifs et comment on les a dépassés, eh ben, peut-être qu'on peut progressivement avancer plus par rapport à ça. Inch'Allah. Dernier point, tu avais choisi une musique, mais qu'on n'entend pas, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, il y a un petit bug, qui était Imagination.
Imagine All the People. Pourquoi Ouais, c'est une chanson de John Lennon que beaucoup d'entre vous connaîtront, même sans l'entendre, où il dit I may be a dreamer, but I'm not the only one. Et je pense qu'on a effectivement besoin de plus d'imagination. On a besoin d'imaginer une autre société. On a besoin d'imaginer un autre monde. Et j'ai été récemment interviewé par une jeune association qui s'appelle la Fabrique des rêves de mémoire. Et ils m'ont dit, mais François, comment tu fais pour réaliser tes rêves? Et en fait, j'ai dit, je ne sais pas, mais en réfléchissant un peu, je me suis dit que j'étais un peu comme John Lennon, c'est-à-dire que je cherchais des gens qui partageaient mes rêves pour essayer de les co-construire. Et donc, en fait, on a un des projets qu'on a au CRI, c'est de faire un GPS de la connaissance. Je pourrais essayer d'expliquer ce que ça veut dire, mais on est en train de se dire qu'un GPS de la connaissance, ça serait super, mais un GPS des rêves, ça serait peut-être au moins aussi bien. Et d'ailleurs, ça pourrait être complémentaire et l'un pourrait servir de base à l'autre. Et l'idée, c'est que si on savait où on était dans l'espace des rêves et qu'on savait qu'on n'était pas seul dans cet espace des rêves, on pourrait créer un Blablacar des rêves ou, pour pas dire un Tinder des rêves ou ce genre de choses. Et on pourrait se rencontrer pour essayer de construire nos rêves et de faire avancer ces sujets. Et en fait, je pense que si on s'inspire des philosophies d'hier ou des artistes d'aujourd'hui, ou comme John Lennon et autres, peut-être qu'on peut penser des technologies qui nous aident à créer du collectif, qui nous aident à créer du sens collectivement, qui nous aident à créer peut-être même de la sagesse collectivement, en tout cas qui va nous aider à réaliser des rêves. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des grandes utopies d'hier, celles qui sont devenues réalité, c'est celles auxquelles suffisamment de gens ont cru. On vient de lancer un procès qui s'appelle l'Utopic Fiction chez nous, donc ça résonne particulièrement avec ce que tu dis. Voilà, comment on essaie de faire monter les utopies qui sont des choses très concrètes quand on les laisse avancer. Écoute, merci infiniment François. Je pense qu'on aurait eu plaisir nous à discuter pendant des heures. Je pense que tu as autre chose à faire. En tout cas, ton apport est comme toujours excitant intellectuellement et tu sais, je pense à lier les questions de sens, d'intelligence et puis de laisser libre cours et développer notre imagination. Donc merci infiniment. C'était plus qu'intéressant. Maintenant, on va essayer de tirer la substantifique moelle, si on peut, de ce que tu as dit, pour travailler ensemble à des idées qui viendraient naître avec toutes les pistes que tu nous as lancées. Donc, on se retrouve, le lien qui est là pour ceux qui veulent participer. Les autres, vous avez déjà reçu le lien d'intelligence collective sur un autre Zoom. Je te remercie infiniment. C'était un temps vraiment magnifique, très riche. Donc, en t'écoutant, je me dis que j'étais particulièrement chanceux d'avoir la chance de dialoguer avec quelqu'un comme toi. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. My very pleasure. C'était un bonheur d'avoir vos questions et à la fois de les tiennes et celles de toute la communauté qui a pu s'exprimer. Et je vais essayer de regarder le chat à l'occasion. Et n'hésitez pas à continuer à échanger et à me raconter ce qui naîtra, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui va naître de vos expériences d'intelligence collective. Comme vous le savez, c'est des choses que j'apprécie particulièrement. Bon, merci infiniment François. À très vite. Je t'embrasse. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Merci.